J'étais en train de te présenter à l'instant. Oui, j'entendais Et je là, disais qu'il y j'entendais. avait tellement de choses à dire et que j'étais complètement Oui, mais tu plongée as oublié de dire moi-même qu'on a eu aussi des dans grands mon fous rires. ordinateur. Tu as oublié de dire qu'on a eu des grands fous rires avec un certain oui, oui et non, non. Oui, absolument. Donc, je disais que j'ai eu la chance de te connaître parce qu'on avait suivi une formation ensemble en Planète. Toi-même, tu es coach, mais beaucoup plus dans l'entreprise, d'accompagnement en entreprise Mhm. avec des spécialités bien précises, que ce soit la conduite au changement et avec, n'est-ce pas, avec plein Oui, d'autres la choses. conduite au changement, la performance en entreprise, le management au sens large, le leadership, et puis surtout ce que je développe de plus en plus aussi, c'est des réflexions qui veulent porter le monde de l'entreprise et peut-être même l'humanité, je veux dire, à un autre niveau, dans la mesure où il y a beaucoup de choses qui changent aujourd'hui. Ce que nous venons de vivre ne fait que confirmer le fait qu'on va plus pouvoir penser l'entreprise de la même façon. Ça, c'est sûr. Donc, ce qui nous amène aujourd'hui à notre thématique aujourd'hui, c'est on a choisi pour vous de traiter trois sujets. C'est comment manager à distance, qu'est-ce qui change aujourd'hui dans la gestion, indépendamment de les outils. Là, aujourd'hui, on ne va pas parler d'outils, etc. On va parler vraiment Non, du c'est pas tellement le rapport but, hein, il y humain. a des spécialistes pour ça. Voilà, parce que les outils, on les a déjà abordés dans d'autres lives. D'ailleurs, pour ceux qui les ont ratés, allez sur notre page Instagram. Vous allez trouver plein de lives qu'on a fait avec d'autres experts où on a parlé d'outils. Là, ça va être vraiment qu'est-ce qui change dans l'interaction avec collaborateurs, chefs d'entreprise, etc. La deuxième partie, on va parler de pendant ce confinement, il faut repenser la relation au travail. Et la dernière partie, on va parler de tout ce qui est rebondir après une faillite. Alors nous, on est connectés depuis Rabat. Philippe, Oui. tu es où? Kenitra, À Rabat? Rabat aussi. Rabat, nous Rabat. on est de Rabat. Alors pour ceux qui nous Enfin, sur la suivent, côte, là, pas trop loin. voilà, pour ceux qui nous suivent, envoyez-nous des petits commentaires avec le prénom et la ville, depuis quelle ville vous vous Mhm. connectez. Alors, on est en confinement, Philippe. C'est quelque chose qui a Oui. été imposé d'une manière brusque et mondiale. Et aujourd'hui, Oui, les et gens militaire sont aussi. Hein. pardon? Et militaire aussi. Oui, bien sûr, et militaire aussi. Donc aujourd'hui, tout le monde essaie de trouver ses marques et essaie d'évoluer du mieux qu'il peut pour pouvoir continuer Mhm. à avancer, performer et peut-être être aussi productif et maintenir son activité. Donc aujourd'hui, manager à distance, qu'est-ce qui change, Philippe? Alors, je voudrais rebondir, mais quelques secondes parce que ça pourrait faire tout un live. Euh, Je pense qu'on va devoir complètement commencer à changer aussi de notre pensée. Je pense qu'il est déraisonnable, mais on en reparlera peut-être après, de penser qu'on va repartir, on va retrouver le monde qu'on a quitté le 20 mai, le 20 mars, pardon, le 20 mai ou le jour où on sera déconfiné. Je pense que c'est une utopie. Entre-temps, il y a des gens qui ont fait faillite, il y a des gens qui ont fait aussi des prises de conscience. Et donc, il y a des réflexions qui sont là et il y a une blessure qui va pas partir comme ça. Alors, on va d'abord se concentrer sur le management à distance puisque c'est le sujet aujourd'hui, qu'est-ce qui change. Et puis justement, à travers la deuxième question qu'on abordera tout à l'heure, on pourra peut-être aller un peu plus loin là-dedans. Euh, le confinement va obliger le manager à faire deux choses, selon moi. La première, c'est vraiment donner la priorité à son management, chose qu'on observe très peu dans les entreprises de manière globale. Donc, je fais des généralisations, hein. Ci et là, on peut avoir évidemment des exemples différents. Mais la première chose, c'est donc d'avoir des managers qui se ressentent sur leur management. Ça veut dire qu'ils donnent la priorité à leur management. Un manager, la définition que je donne habituellement, c'est quelqu'un qui est en maîtrise de son périmètre, en maîtrise de ses résultats, qui est en posture d'anticipation et qui se préoccupe au quotidien de la montée en compétence de ses collaborateurs. Ce n'est certainement pas quelqu'un qui produit. Or, aujourd'hui, ce qu'on voit dans les entreprises, c'est qu'on voit des experts et non pas des managers. Je dis souvent, d'ailleurs, si vous voulez distinguer les deux ou si vous voulez savoir à qui vous avez affaire dans votre entreprise, circulez dans les couloirs et puis à chaque porte où il est marqué manager, si vous y voyez derrière un homme ou une femme assis derrière un PC en train de traiter un dossier très compliqué, c'est un expert, c'est pas un manager. D'accord? En tout cas, il n'est pas dans sa posture de manager à ce moment-là. Alors, je sais que c'est une idée qui est parfois un petit peu difficile parce que la réalité est très différente et la demande des employeurs est très différente. Mais en fait, c'est un système de cooptation qui a commencé dès le début de la carrière professionnelle parce que la personne qui va rentrer dans un travail, le premier travail qu'elle aura suite à l'université, ce sera un travail d'expert. On va lui demander de faire un travail, de produire quelque chose dans le prolongement de ses études.
Et elle va bien réussir, si bien qu'elle sera récompensée, elle va avoir son premier galon de manager. Et qu'est-ce qu'elle va se dire inconsciemment? Waouh, c'est super, j'ai envie que ça continue, donc je reste sur cette formule du succès, je continue à être un expert. Et le problème, c'est que c'est renforcé par le fait que son manager à lui, ça fait déjà 2 fois que ça lui est arrivé, donc il le coopte dans cette idée. Ah oui, oui, c'est bien en faisant de la technique qu'on monte. Et c'est comme ça qu'on retrouve des arbres hiérarchiques de la base au sommet, où nous avons finalement des experts, mais pas vraiment des managers. Et moi, je me bats dans les entreprises pour qu'on ait les deux spécialités. Qu'on ait une filière d'évolution d'experts, parce qu'évidemment, une entreprise vend du savoir, vend de l'intelligence, vend des services, et donc, il faut des experts. Et une filière d'évolution managériale, les deux recevant les mêmes reconnaissances, les mêmes grilles salariales, mais simplement les deux ayant des fonctions différentes. Et donc, succinctement faire le distinguo entre l'expert et le manager. Je crois qu'on va le comprendre tout de suite sur base de là où ils ont le dernier mot l'un et l'autre. Ça va être très clair. Par exemple, un expert aura le dernier mot sur la faisabilité de quelque chose. L'expert aura le dernier mot sur l'opportunité de quelque chose. Je prends un exemple. Je ne vais pas nécessairement le prendre dans le cadre de management, mais par exemple d'une relation entre des commerciaux et le bureau d'études. Mettons que les commerciaux de chez Eurocopter disent ah, nous on aimerait bien avoir un hélicoptère qui vole à l'envers, enfin qui vole en marche arrière sur le dos. Imaginons, hein, bon, donc l'ingénieur peut pas dire mais en fait t'es complètement idiot, t'en vendras jamais un. Si le vendeur considère que lui il a un marché pour ça, il peut pas discuter. Par contre, l'expert peut très bien avoir le dernier mot sur la faisabilité en disant bon, imaginons qu'on réfléchisse à la question, mais pour des raisons physiques, puisque vraiment il y a une physique par rapport à ça, ben, c'est physiquement impossible à faire. Pour des questions de rotation de pales, etc., etc. Et donc, il y a une frontière entre les deux qu'on retrouve souvent entre les services, mais qu'on retrouve nécessairement dans le management. Le manager aura le dernier mot sur le fait que telle action est à réaliser ou tel objectif est à poursuivre. Et l'expert dira, c'est possible de le faire avec ces moyens-là ou ces techniques-là, ou il n'y a pas moyen, ou voilà les autres options, voilà ce qu'il en coûterait. Et donc, il y a un arbitrage entre les deux. Mais le dernier mot sur l'opportunité est à l'un et le dernier mot sur la faisabilité est à l'autre. Alors, une fois qu'on a compris ça, qu'est-ce que ça change en confinement? Oui. Parce que c'est ça la question. Donc, en confinement, si je repars sur la définition du manager, il doit être en maîtrise de son périmètre. Ben, son périmètre, il vient de prendre des kilomètres et des kilomètres de rayons. Donc, ça devient très compliqué. Les gens sont chez eux. Donc, les gens ne sont plus à vue. Le fait que les gens ne soient plus à vue, ben, ça pose un certain nombre de problèmes. Il ne sait pas voir qu'est-ce qui va pas. Il a plus de difficultés à mesurer l'évolution du travail et de savoir s'il est dans les clous de son scénario ou pas, s'il est dans les clous de ses objectifs ou pas. Il a des difficultés aussi à voir si quelqu'un a besoin d'être monté en compétence. Donc, ces absences de visibilité posent problème. La communication pose problème aussi, dans la mesure où de plus en plus les gens ont tendance à communiquer par les moyens télématiques, et nous savons, toi comme moi d'ailleurs, que c'est la pire des choses, puisque ça ne garde que 7% de la communication, et donc nous avons 93% de chances de ne pas nous entendre ou de mal comprendre les choses, apporter de mauvais présupposés, ce qui va générer des disputes, ce qui va générer des tensions entre le manager et son équipe, voire entre les membres de l'équipe, et ce qui pourrait à terme finalement rendre la relation, enfin fragiliser la relation, en tout cas de fidélité, entre l'employé et son employeur. En disant, pour travailler. Je voudrais juste dire à nos internautes qui nous suivent, si vous avez des questions à poser à Philippe, franchement, n'hésitez pas, soit allez les poser sur le petit carré là, avec le point d'interrogation, sinon comme ça en commentaire. Comme ça, on pourra interagir avec vous parce que ce live est fait ensemble, mais aussi avec vous. Voilà, excuse-moi Philippe. Non, je t'en prie, c'est bien. Donc, la communication va être un enjeu. Donc, on va devoir vraiment, pour moi, privilégier la communication en face à face, comme nous l'avons maintenant, hein, par écran interposé. Au moins, nous récupérons toute la partie inconsciente de la communication, qui fait donc les 93% dont je parlais tout à l'heure. Et on a beaucoup moins de chances de ne pas s'entendre, de ne pas se comprendre. Je veux dire, tu peux formuler quelque chose avec des mots qui, en dehors de tout contexte et de tout visuel, que j'aurais tendance à comprendre d'une certaine façon parce que je vais lui apporter un certain présupposé. Mais ce présupposé ne va pas coller avec ton expression faciale, par exemple, avec ton non-verbal. Alors, donc, par exemple, si on doit revenir que sur la communication,
Si on devait, en tous les cas, comparer l'ancienne communication qu'on avait, qui était une communication de proximité, parce qu'on se retrouvait dans les mêmes locaux commerciaux, qui avaient cette proximité géographique aussi, on pouvait aller toquer à la porte de quelqu'un pour s'expliquer, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Par exemple, pour parler que de ma team, j'ai des gens qui sont sur Rabat, des gens qui sont sur Casa, des gens qui sont sur Kenitra, etc. Donc, il n'y a plus cette... Qu'est-ce qu'on doit changer impérativement dans notre communication au quotidien pour pouvoir maintenir, on va dire, cette entente bienveillante malgré la distance? Alors, c'est un peu plus large, ça faisait partie des points que je comptais aborder justement toujours dans ce chapitre, mais la question est tout à fait pertinente, je veux dire. Euh, Nous venons juste de dire qu'on a besoin d'avoir du face-à-face. Ça, c'est une chose qui est acquise. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pendant ce face-à-face? Parce que tu as raison, quand on est dans une entreprise, on peut se voir au coin de la machine à café, on peut discuter d'un match de foot, on peut parler du dernier roman qu'on a lu. Enfin, nous pouvons y avoir aussi des interactions humaines. Le risque est évidemment, quand on travaille à distance, de ne plus avoir que des interactions opérationnelles. Et donc, on n'est plus un groupe, on est juste, on va développer, nous, en tant qu'employés, le sentiment de plus être qu'un outil. On parle déjà de ressources humaines depuis longtemps, mais en même temps, ça c'est vraiment mettre l'emphase vraiment sur la partie ressources. Tu n'es qu'un outil, tu n'es même plus quelqu'un, d'accord? Donc, il est important de créer ça. Alors, il y a des gens qui avaient voulu lancer à un moment donné des initiatives, comme le fait, par exemple, de faire animer par des coachs durant une demi-heure le matin, le fait de rassembler un peu tout le monde et puis de faire des activités, des jeux, d'apprendre à se connaître, de parler du dernier film qu'on a vu, du dernier livre qu'on a pu lire, et remettre de l'humain dans l'équipe et la relation. Et je pense que c'est une excellente idée. Simplement, les entreprises aujourd'hui considèrent qu'elles n'ont pas de budget, sont en crise, l'argent d'abord. On en reparlera tout à l'heure, mais je pense qu'on a vraiment des choses à réfléchir dans notre relation à l'entreprise et au travail. Donc, si j'ai bien compris, Oui, ce qu'il faut privilégier présentement par ce temps de confinement, c'est retisser plus que jamais des liens humains avec nos oui, collaborateurs, absolument. quitte à passer peut-être du temps en marge des actions, on va dire, professionnelles, mais se Mhm. consacrer une petite réunion où on va juste échanger sur comment on vit ce confinement d'un point de vue émotionnel, familial, avec Alors notre attention tout de famille, même, etc. hein, attention tout de même. Je veux dire, je pense qu'en fait nous devons plus développer de la disponibilité. Euh, Il y a un problème, je veux dire, et j'avais vu ça avec un manager en France, et c'était complètement fou, c'était une dame, et elle téléphonait le soir à chacun de ses collaborateurs, et la forçait quasiment comme dans un confessionnal à expliquer et à dire tous les problèmes qu'elle a pu avoir dans sa journée, etc. Et j'ai toujours trouvé que c'était une folie pour plusieurs raisons. Bon, s'il y a quelque chose qui vient de se passer, bon, d'accord, la personne est encore sous le coup de l'émotion, peut-être a-t-elle envie d'en parler, et c'est une bonne chose. Maintenant, si c'est quelque chose qui s'est passé à 9 heures le matin, je veux dire à l'ouverture d'une agence bancaire par exemple, bah, elle a eu le temps d'évacuer le problème depuis longtemps, il n'y a pas de raison de la reconnecter. Le problème avec les mots, c'est que ils vont, selon moi en tout cas, ils vont cristalliser les mots, MAUX. Donc, le fait de mettre des mots sur des mots, ça devient un problème. Et quand ça devient un problème, alors ça réclame une solution. Et donc, ça s'enquille, ça reste là, et tant qu'on n'a pas apporté une solution, ça ne va pas sortir. Tandis que si on ne met pas de mots sur des mots, ils vont s'évacuer naturellement pour l'essentiel d'entre eux. Et ne restera éventuellement que les choses pour lesquelles on a besoin de discuter. Pour pouvoir discuter de choses compliquées, et en confinement, il y a des gens qui vivent des choses compliquées, on pourra le revoir. Euh, il est important pour que quelqu'un parle avec son manager ou un collègue qu'il y ait une relation de confiance. Si je D'accord. veux parler avec toi et que on soit collègue ou commission des confrères, par exemple, hein, encore faut-il que j'en ai le désir et que j'ai envie de partager quelque chose qui est peut-être très personnel. Je dois avoir conscience qu'il y aura, enfin, je dois avoir confiance quant au fait qu'il n'y aura pas de jugement, qu'il n'y aura pas un impact sur ma carrière, que je recevrai peut-être bien le soutien auquel je m'attends, etc. Donc, Ça rejoint un il y a petit pas peu d'impact. excuse-moi, ça rejoint un petit peu ce qu'a demandé Kunzano Kelly, qui dit comment renouer les relations humaines euh, pendant, mais surtout aussi après le confinement. Parce que les relations en ce moment sont un petit peu malmenées compte tenu de, voilà, de tout ce tout ce qu'on a cité présentement. C'est-à-dire qu'en fait,
C'est dommage qu'elle soit malmenée dans la mesure aujourd'hui où nous vivons dans un monde où nous avons des moyens qui nous permettent de communiquer à distance et entretenir le contact avec son réseau de relations me paraît quelque chose d'important. Moi, c'est une chose que je fais régulièrement. Mes proches, mes amis, je les appelle une fois par semaine. Comment ça va? On échange de temps en temps une ligne sur WhatsApp, même si c'est pas le meilleur moyen de communiquer, j'entends bien, mais ça crée la relation. Et puis si quelqu'un ne va pas bien, ben, on peut l'appeler. Tiens, tu veux qu'on en parle? Si elle dit oui, ben, ça me force à écouter et puis à être en oreille attentive. Si elle dit non, c'est correct et je laisse la personne tranquille. Donc, à nouveau, moi, je suis assez, comment dire, je suis assez allergique au mot il faut. Tu vois? Il faut tu En fait, dois. Moi aussi, je suis très allergique à ces deux mots. D'ailleurs, à chaque ok. fois que quelqu'un me dit il faut tu dois, ça fait je stresse, ça m'énerve parce que je D'accord. trouve qu'il faut rien du tout et je dois rien du tout. Donc en fait, Normalement, l'idée c'est c'est une manière de l'idée c'est l'exprimer de manière plus douce et plus bienveillante que il faut tu dois. voilà, donc l'idée c'est plus d'ouvrir des options, d'ouvrir des possibilités, d'être généreux. Et je pense donc que le manager, ce qu'il va vraiment devoir faire, c'est apprendre à se rendre disponible. Surtout qu'il y a un autre problème aujourd'hui, c'est que comme les gens travaillent en confinement, ça veut dire qu'ils travaillent chez eux. Il y a un bon côté à ça. C'est qu'en fait, on parle beaucoup de motivation 3.0, qui nourrit les motivateurs intrinsèques, qui supportent d'ailleurs la production et la productivité, contrairement à ce qu'on appelle la motivation 2.0, qui est la carotte ou le bâton, qui détruit la performance. Bon, là, je vous renvoie aux études d'Anna Ariely, si vous voulez en savoir plus, ou le livre de Dan Pink qui vulgarise tout cela. Quand la personne est en confinement, elle peut travailler avec une grande autonomie. Elle travaille quand elle veut, comme elle veut. Je veux dire, préfère travailler la nuit, elle le fait, elle veut travailler le matin, elle le fait, etc. Il ne faut pas oublier que les gens en confinement sont là avec les enfants pour certains, etc. Il y a un conjoint aussi qui doit travailler probablement. Et donc, on doit s'arranger pour être en alternance, pour garder les enfants, les occuper, surtout s'ils sont en bas âge. Et donc, il y a toute une organisation familiale qui se met en place et se dit, ben, tiens, voilà, on va faire une réunion à midi. Ben, il n'est pas dit que tout le monde sera réveillé à ce moment-là, que tout le monde sera disponible à ce moment-là, etc. Donc, on a besoin, nous, en tant que manager, d'être plus disponible sur des plages plus larges, mais qu'on puisse venir au contact à notre égard et qu'en cas de besoin, on puisse venir nous trouver lorsqu'il s'agit de situations plus personnelles ou aussi parfois pour des problèmes plus Alors, il y a opérationnels. Nabil qui dit motivation 3.0. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous partager les noms des livres qui traitent de la motivation 3.0? Alors, il y a un livre qui traite de la motivation 3.0, c'est celui de Dan Pink, donc Daniel Pink, Pink comme rose Daniel en Pink. anglais, donc, hein, Daniel Pink, Voilà, Daniel Pink. euh, qui s'appelle en France, enfin en anglais c'est Drive, Drive. et en Daniel Pink. français, et en français je pense que le titre c'est La vérité sur ce qui nous motive, ou bien La vérité sur ce qui nous motive vraiment, je sais plus. Mais le français est une langue très efficace, tu vois, on est passé de Drive à bon. Maintenant, pour comprendre cela, je pense qu'il y a besoin de lire son premier livre, mais qui est en anglais uniquement, qui s'appelle A Whole New Mind et qui explique le pourquoi de la chose, si tu veux. En fait, la première chose, c'est comprendre que la nature du travail a changé. Et c'est parce que la nature du travail a changé que les systèmes de motivation doivent changer. Parce qu'on a pu démontrer, ça ce sont les travaux de Dan Ariely, mais il n'a pas écrit un livre spécifique, me semble-t-il, là-dessus. Dan Ariely, c'est un psychologue américain qui s'est spécialisé, disons, dans tous nos petits travers humains, tous nos... comment je cherche le terme enfin bon, ça me reviendra, peu importe, toute notre irrationalité quelque part. Il a vraiment étudié ça. Et il a étudié aussi donc le travail et il est parvenu à démontrer que la carotte ou le bâton, donc la récompense ou la punition, qui sont les seuls modes de motivation officiels dans nos entreprises encore aujourd'hui, depuis plus de 40 ans, ça fait plus de 40 ans que les études tournent, hein, il n'est pas le seul à les avoir faites, et on les a fait dans le monde entier, et c'est pas juste aux États-Unis ou dans une culture particulière. Dans toutes les cultures dans le monde, la carotte ou le bâton détruit la performance. La carotte, Donc, la stratégie de la carotte ou le bâton détruit la c'est ça, donc performance. la récompense ou Comment la ça? punition. Pardon? Comment ça détruit la performance? Mais simplement parce que compte tenu du travail de l'humain qui est réservé aujourd'hui, donc tout le travail qui répond à des règles immuables, d'accord, a été repris en charge soit par les pays à bas coût, donc l'Asie du Sud-Est ou des choses comme ça, ou alors l'ordinateur. L'ordinateur est génial pour dérouler des processus de façon immuable.
D'accord? Qu'est-ce qui reste à l'être humain? Ben, il reste que le travail où les règles ne sont pas claires, les solutions ne sont pas évidentes, et là, on a besoin d'être créatif. Ça focalise l'esprit. D'accord? Donc, focaliser l'esprit, c'est certainement pas ce qu'on a besoin pour être créatif. Quand on est créatif, on doit avoir un esprit qui s'ouvre. Ben, la solution, elle peut être là. Là, ce que Michel, quand nous avons connu ensemble, appelait le champ d'infinies possibilités. On doit pouvoir aller explorer ça. Ne permet pas. Au contraire, en fait, si tu veux, elle crée l'effet inverse. Et donc, au plus la récompense est importante, au plus, démontre-t-il, la performance est détruite. D'accord. Donc, la Et seule à la place de façon, quoi, qu'est-ce qu'on devrait privilégier? c'est ce qu'on appelle les motivateurs intrinsèques. Donc, c'est tout ce qui sont les motivateurs qui viennent de la personne elle-même. Et Dan Pink en mettait trois en évidence, qui est l'autonomie, la maîtrise et la pertinence. Alors on en reparlera, ou alors on peut en parler maintenant, hein, c'est pas grave, comme ça on le fait dans le fil de la conversation. Donc l'autonomie, ben ça on vient de le comprendre, hein, j'ai beaucoup d'autonomie dans le cadre de mon travail, je peux faire ce que j'ai envie, quand j'ai envie, comme j'ai envie, tant que évidemment je délivre ce que j'ai besoin de faire. Il y a des environnements de travail qui existent au monde qu'on appelle des RAW. Alors avec mon mauvais anglais, c'est Result Only Work Environment. Donc des environnements de travail uniquement centrés sur le résultat. Donc où tu fais ton travail, quand tu le fais, comment tu le fais, c'est pas mon problème, tant que tu remets ton travail en quantité, en qualité et en délai. Tu veux le faire à la plage avec des tongs sous un parasol, ça me regarde pas. D'accord? Alors évidemment, ça implique une autre question qui est une question sociale à ce moment-là, qui est la question des tâcherons. Je veux dire, les grands combats syndicaux du siècle dernier, ça a été justement de se battre pour que nous ne soyons plus des tâcherons, c'est-à-dire que nous ne soyons plus payés à la tâche. Nous avons un salaire, nous vendons du temps de travail. C'est pour ça que toutes les lois, dans toutes les législations que je connais moi dans le monde, la loi du travail, c'est une vente du temps de travail. Charge au patron de te donner du travail pour ce temps-là. Maintenant, s'il n'y en a pas, tu es payé quand même. D'accord? Donc, en revenant à un système de tâcherons, ou en revenant aujourd'hui avec l'auto-entrepreneuriat, etc., on revient complètement à un travail de tâcheron. D'accord? Et on recommence à être payé à la tâche. Mais ça permet l'autonomie. D'accord? Donc l'autonomie, c'est ce que ça permet de faire. Alors la maîtrise, c'est le fait de continuer à développer mes compétences ou de faire les choses parce que ça développe mes compétences et que j'aime ça. Avant qu'on aille sur la maîtrise, j'aimerais juste revenir sur l'autonomie. L'autonomie, je pense que pour qu'il y ait un facteur clé de succès de mise en place il faudrait, que le collaborateur puisse être responsable et gérer son temps de la manière un petit peu, travailler comme il le souhaite pour pouvoir livrer. Mais à quel moment, avant qu'on bascule sur le deuxième point, à quel moment cette autonomie, si elle dérape, comment on peut la réguler? C'est-à-dire, on donne l'autonomie à notre collaborateur parce qu'on travaille à distance et qu'on est obligé de par le confinement. Mais à quel moment, si en termes de performance, ça n'est pas en tous les cas efficace, comment le manager peut, tout en maintenant l'autonomie, rétablir un petit peu les choses? Je pense qu'on doit changer, on doit sortir de nos schémas de pensée habituels. Je veux dire, de fait, on peut penser en termes de performance et il faut rentrer les choses tout de suite. C'est vrai, je veux dire, une entreprise a besoin de performance. Je ne vais pas être là à le nier. En même temps, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent être liés à ça. Mais bon, admettons que ce soit lié à la compétence ou à la capacité d'organisation, la capacité à gérer son autonomie. J'entends bien. En fait, il faut aller vers d'autres travaux qui sont les travaux de Karacek. Alors, je ne sais plus de quel pays il est, ce brave monsieur, mais qui a fait des travaux sur le stress et qui a placé les choses selon trois axes. Donc, il prend trois axes de mesure, d'accord? Une mesure, c'est l'intensité de la demande. Donc, je te charge de plus en plus en travail ou de moins en moins de travail. Le deuxième, c'est le soutien du manager. Je te donne beaucoup de soutien ou très peu de soutien. Et le troisième, c'est l'autonomie. Je t'accorde ou je t'accorde pas beaucoup d'autonomie. Enfin, tu disposes ou tu disposes pas beaucoup d'autonomie. Qu'est-ce qu'il dit? On remarque qu'à partir du moment où le soutien du manager est faible, où la demande est intense et l'autonomie du collaborateur est faible, à ce moment-là, le collaborateur est placé dans une zone de danger. Et je dis bien danger, il peut y avoir suicide sur les lieux du travail. D'accord? En termes de stress. Donc c'est la zone rouge. D'accord? À l'inverse, à partir du moment où le collaborateur jouit d'une grande autonomie,
À partir du moment où le collaborateur jouit également d'un grand soutien de son manager, peu importe l'intensité du travail, il est dans une zone de sécurité. D'accord. Donc c'est ça qui est important. Donc en fait, plutôt que de penser en termes de contrôle, alors le contrôle, si c'est mesuré, oui, ça veut dire maîtriser, ça c'est correct. Moi j'aime bien le mot contrôle dans son acceptation anglaise. Hein. To control, c'est maîtriser. Mais par contre, le contrôle à la française qui sous-entend les sanctions, etc., c'est pas ce dont on a besoin. En fait, ce qu'a besoin un collaborateur, c'est notre soutien. Ok, tu ne parviens pas à gérer ton autonomie, de quoi aurais-tu besoin pour gérer ton autonomie? Qu'as-tu besoin d'apprendre? Que peut-on faire pour toi pour t'aider à l'apprendre? Tu as du mal à t'organiser, très bien. De quoi aurais-tu besoin pour pouvoir mieux t'organiser? Etc., etc. Tiens, tu as besoin de faire des montées en compétences, même techniques, ok, sur quel point tu as besoin? Et qui sont des choses que nous devrions déjà faire en principe dans nos milieux de travail traditionnels, je veux dire, quand on est dans nos plateaux, enfin sur nos plateaux, dans nos entreprises. Donc aujourd'hui, je pense que les managers doivent beaucoup plus réfléchir en termes de soutien, mais encore faudrait-il qu'eux soient à la hauteur de ce soutien, de la capacité à le donner. Alors, évidemment, on revient à notre définition de tout à l'heure, qui était la différence entre l'expert et le manager. Or, si on veut que le manager commence à donner du soutien, ça voudrait dire qu'il a des capacités d'expertise. Or, moi, je n'attends que trois choses d'un manager en termes d'expertise. Enfin, à minima, hein, il peut en avoir plus, bien sûr, mais à minima, j'attends trois choses d'un manager en termes d'expertise. Un, qu'il sache ce qu'il est en droit de demander. Deux, qu'il soit capable de le demander. Et trois, qu'il soit capable de vérifier qu'il l'a bien reçu. Je comprends la question et merci de l'avoir posée. Simplement, ce qu'elle m'inspire, c'est toujours la même chose et ça m'étonne toujours. Et je vais répondre sous forme de question. Avons-nous oublié d'être humains? Ok, il est au chômage, c'est un collaborateur, il est au chômage. Bon, ok. Non, c'est pas un collaborateur, c'est d'abord un humain. Cet humain vit peut-être des choses terribles. Alors la question que je dois me poser, est-ce que moi j'ai envie d'entretenir une relation avec cet humain? Alors peut-être que oui, peut-être que non, chacun a le droit de poser la question. Maintenant, si c'est, tiens, je vais appeler cette personne parce que lorsqu'on va reprendre le travail, comme ça je serai bien vu et nous aurons de bonnes relations, ce n'est plus être humain, c'est être calculateur. Donc je pense que ce que cette expérience a mis en exergue et va nous forcer à apprendre, c'est à redevenir humain si nous avons perdu une partie de notre humanité contre de l'argent ou contre du bien-être. Oui, je comprends. J'ai Dana qui dit comment peut-on faire face à un manager qui ne fait pas confiance à son collaborateur et donc forcément, je pense que ça doit tendre un petit peu les rapports. À nouveau, je pense que, vous savez, je dis toujours deux choses. Je pose toujours la question en formation. Qui pense qu'il ne peut pas changer son manager? J'ai pas dit changer de manager, ça c'est facile. Je veux plus travailler avec ça, je veux travailler avec quelqu'un d'autre. Mais changer son manager, le faire évoluer, le faire devenir un plus grand professionnel. Et généralement, il n'y a aucune main qui se lève, à part la mienne. On peut changer son manager. Parce que d'abord, il est manager parce que ses collaborateurs sont d'accord qu'il le soit, parce que si ses collaborateurs ne sont pas d'accord qu'il soit manager, il va sauter. On reçoit nos galons d'en haut, mais notre légitimité d'en bas. Ensuite… J'aime bien cette phrase. On reçoit nos galons d'en haut, mais notre légitimité d'en bas. C'est super. Je vais la retenir, celle-là. Je vais la noter. Je l'aime bien. OK. Et j'ai perdu un peu le fil avec tout ça. Désolée. Non, je t'en prie. On parlait du manager. Oui, en fait. et mon manager, le comportement de mon manager est nécessairement influencé par mon propre comportement. En fait, si je veux écouter, mettons, Lux Radio, et si je me mets sur la longueur d'onde d'Atlantique Radio, je n'entendrai jamais Lux Radio. Donc, je dois me mettre sur la longueur d'onde de Lux Radio. C'est-à-dire qu'en fait, nous devons être synchronisés tous les deux à un certain niveau pour pouvoir communiquer ensemble. Ça veut dire quoi? Que ces comportements nourrissent mes réponses comportementales, mais mes comportements à moi nourrissent aussi ses comportements à lui. À partir du moment où moi, collaborateur, je prends conscience de ça, je dis dans une relation, c'est pas nécessairement le plus gradé qui a le génie de la relation. C'est peut-être moi le collaborateur qui est le génie de la collaboration. Et j'ai toujours un principe dans la vie qui dit, dans la vie, c'est le plus fort qui doit prendre soin du plus faible. Et si c'est moi le plus fort en communication, à moi de gérer cette communication au bénéfice des deux. J'ai bien dit au bénéfice des deux, d'accord? Mais à moi de la prendre en main si j'ai des compétences là-dedans.
Et donc, je peux changer mes comportements et mes attitudes pour tout doucement amener mon manager à autre chose. Parce que, bon, il va lui chercher à rester dans sa zone de confort, il va peut-être gueuler une fois, deux fois, trois fois, ou je sais pas, ou autre chose. Mais à un moment donné, il va être obligé de changer. Alors, évidemment, le changement, ça se fait à deux conditions. Mhm. Et en ça, je m'inscris en faux, je veux dire, par rapport à ce qui s'écrit d'habitude concernant le changement. Le changement, ça se fait, un, dans le silence. On n'explique pas ce qu'on fait. On n'en parle pas. Parce qu'à partir du moment où on met en avant le mot changement, ben, les gens ancrent leur position et ça devient un bras de fer. Et la deuxième chose, ça se fait lentement, tout doucement, pchouya, pchouya, de manière homéopathique, de façon à ce que la personne puisse, je veux dire, absorber ces doses de changement progressivement. Et donc, je peux subrepticement, enfin, tout doucement, imperceptiblement, faire évoluer mes comportements et mes attitudes, si bien que lui, pour rester en connexion avec moi et continuer à fonctionner avec moi, va se sentir obligé lui aussi d'avancer, mais de manière très inconsciente. Et comme ça se fait de manière infinitésimale, finalement, le prix à payer pour chaque changement ne représente rien. Ok, la nouvelle lubie aujourd'hui, c'est pas grave, je poursuis. Et au bout du compte, ben, on peut en faire un bon professionnel. Parce que ces comportements, ces faiblesses qui sont parfois masquées par des comportements, ben, ils sont aussi nourris par mes comportements à moi aussi. Ce qui n'est pas acceptable peut être dénoncé comme non acceptable. Mhm. On peut aussi faire preuve d'intelligence émotionnelle. Monsieur, je comprends, nous sommes en confinement et j'observe, me semble-t-il, que vous êtes que vous êtes nerveux aujourd'hui ou bien que vous êtes en colère. Et en même temps, ben, il y a ceci, il y a ça, il y a ça. N'oublions pas aussi, parce que ça me rappelle un point et je crois qu'il est important. Si quelqu'un se présente à vous avec une émotion, Oui. cette émotion fait partie de la communication. Mhm. Elle veut dire quelque chose. Mhm. Si on ne la reconnaît pas, elle continue à hurler pour se faire entendre. Donc, si quelqu'un est en colère et que je lui dis pas à un moment donné, waouh, tu as l'air en colère aujourd'hui, cette colère, elle va pas s'éteindre parce qu'elle veut être entendue. C'est Elle clair. veut être reconnue. Le fait de reconnaître ou de reconnaître l'émotion va nous permettre de pouvoir alors euh, aller sur le fond, sur le sujet ben, sur lequel on a besoin de s'entendre, etc. À nous aussi de construire des choses gagnant-gagnant. Hein. Qu'est-ce qui est important pour vous, monsieur mon patron? Ou tiens, je vois que vous agissez de telle façon. Que recherchez-vous exactement derrière ça? Ah, vous souhaitez ça? Bah oui, c'est parfaitement légitime. Comment pourrait-on faire autrement pour avoir ça qui ne passe pas par ce comportement? Et ça, ce sont des dialogues qu'on peut avoir. Il est mon chef, ça veut dire que j'ai abandonné certains de mes droits entre ses mains contre un salaire, etc., qui sont le droit qu'il a le droit de me donner un travail dans le cadre de mes spécialités, de ce que je suis capable de faire et dans le cadre des 8 heures que je lui consacre par jour. Il a le droit d'organiser ce travail, etc., etc., etc. Moi, en contrepartie, je reçois bien sûr un salaire, on va oublier ça 30 secondes. Je reçois des conditions de travail, je reçois une ambiance de travail dont il est responsable. Mais j'ai aussi toute une série d'autres obligations auxquelles il est soumis et qui n'ont jamais été écrites. J'ai droit à une justice juste. J'ai le droit qu'ils prennent soin de mon avenir et qu'ils fassent en sorte que je puisse avoir un avenir si je rentre dans les critères pour pouvoir un avenir. J'ai le droit d'avoir un avancement si je rentre dans les critères pour pouvoir l'avoir, etc. Donc, vous voyez, il y a toute une série d'autres droits que moi j'ai vis-à-vis de lui qui sont créés par mes devoirs et auxquels, je veux dire, on peut prêter attention aussi et qui font partie des choses qu'il doit pouvoir me donner. Donc, quand il m'apporte son soutien, il fait son travail et je suis en droit de le demander. Alors, le temps va à une vitesse incroyable. J'aimerais juste C'est partager normal. un commentaire de sa part qui dit un collaborateur est avant tout un capital humain qui est plus important que le capital financier. L'employeur qui est conscient de cela, son entreprise sera toujours gagnante et c'est très vrai. Alors, et sans transition aucune, on va... Non, tu n'es pas très d'accord? Bah déjà, je veux dire, j'aime pas le terme capital humain. Maintenant, je comprends un peu la pensée de madame, hein. Euh, mais en même temps, je pense qu'on doit apprendre nous-mêmes à se respecter. Nous sommes d'abord des humains. Nous passons du temps dans une entreprise pour travailler. Si on est dans un salariat, bon, moi j'ai jamais choisi de l'être, si ce n'est durant mes études universitaires pour d'autres raisons. Mais je sentais bien que j'étais pas fait pour travailler pour un patron, donc toujours été indépendant ou patron moi-même. Mais d'abord, on doit apprendre à se respecter nous-mêmes et le jour où nous nous respecterons, alors ça ira peut-être différemment dans nos lieux de travail, je pense. C'est sûr. Ça, c'est la Alors, réponse courte, hein. On pourrait développer ça un autre jour, mais c'est la réponse courte. et on va embrayer sur notre troisième partie parce qu'on a passé du temps sur les deux premières.
qui est aujourd'hui, on assiste peut-être à une crise sans précédent qu'on n'a pas eu depuis un certain nombre d'années. Et pour certaines entreprises, malheureusement, l'aventure s'arrête et ça se solde par une faillite ou peut-être par un limogeage massif. Donc, quels sont peut-être les conseils ou les stratégies à mettre en place pour ces personnes-là qui vivent cette situation présentement? Alors, je ne vais pas aller sur les aspects je dirais, purement techniques, juridiques, etc., ou bancaires, parce que c'est pas trop le sujet. Donc, je vais rester vraiment centré sur la personne elle-même et quelque part ce deuil qu'elle a à faire de sa situation. Et puis, toutes les émotions qui sont là et qui font probablement rage en elle parce que elle assiste impuissante à l'abattage, peut-être, hein, de ce qu'elle a pu construire durant toute une vie. Il y a des situations très, très variées. Je veux dire, on peut avoir des gens qui sont en fin de carrière et donc reconstruire leur paraît, je veux dire, peu probable. Bon, les gens qui sont plus en début de carrière auront probablement plus de possibilités, en tout cas dans leur esprit, de pouvoir rebondir. Je pense que la première chose à faire, c'est de se déculpabiliser de beaucoup de choses. Parce que beaucoup de personnes sont là en train de se faire des reproches. Ah, si j'avais pas fait ceci, ah, si j'avais prévu ça, ah, si j'avais pas emprunté, ben j'en serais pas là aujourd'hui. Alors c'est vrai que je suis contre l'emprunt d'une façon générale, je veux dire, mais en même temps, bon, c'est plus le moment enfin, on peut regretter, je veux dire, mais ça sert à rien, ça va pas permettre d'avancer. Donc, la première chose, c'est se déculpabiliser, surtout. Ensuite, la deuxième, c'est de tirer les leçons. Qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai bien fait aussi. Regardons si tout ce qu'on a bien fait, c'est juste une aventure qui s'arrête. Je veux dire, tout ce qui a un début a une fin, dit-on dans Matrice. Je pense que la phrase est très juste. L'entreprise a démarré un jour, elle s'est arrêtée. Ben, ok, ça fait partie de la vie. J'avais une belle assiette, elle est tombée, elle s'est cassée. Ben, ça fait partie de la vie. C'est dommage, je l'aimais bien, mais elle est cassée. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Donc on passe à autre chose. Je pense qu'il est important à ce moment-là de faire le point sur ses envies, mais j'ai envie quasiment de refaire le lien avec le point 2 qu'on n'a pas nécessairement beaucoup développé, mais qui est important. En fait, c'est de faire son introspection et de se dire, déjà, bon, c'est quoi ma relation au travail? Pour ceux qui travaillent chez un employeur, c'est quoi ma relation à mon employeur? En quoi ça fait sens pour moi? En quoi c'est important pour moi de faire ça, etc. On a besoin pour celui qui tombe en faillite de faire la même chose. En quoi c'est important pour moi cette activité ou toute activité? C'est quoi mon projet de vie? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Le jour où je partirai d'ici, qu'est-ce que je veux laisser derrière moi? Et pour ça, j'ai un exercice que je fais faire souvent à mes clients, mais qui a un côté excessivement horrible. Je préviens tout de suite, mais je vous le propose quand même, qui est le suivant. Imaginez et mettez-vous dans la peau d'une personne qui sait avec certitude qu'il lui reste 5 minutes à vivre. Un ange lui a dit, il a fait un songe, il lui reste 5 minutes, probablement le temps d'une dernière prière, mais mettez-vous dans sa psychologie. Moi, j'imagine en tout cas qu'une personne passée dans ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle jette un regard en arrière sur sa vie. Et là, ben, tous les filtres qui sont les nôtres tombent. Parce qu'à 5 minutes de la mort, la puissance, la notoriété, la richesse, le rang social, enfin toutes ces illusions que nous avons parfois devant les yeux n'ont plus cours. Ne reste qu'une seule chose, mes œuvres, mon bilan, est-ce que j'en suis content ou pas? Et là, je me dis peut-être, l'amour, je pense que 5 minutes, c'est aussi l'amour. Est-ce que j'ai suffisamment aimé? Est-ce que j'ai été aimée? Oui, bien sûr, bien J'ai sûr. apporté du bonheur autour de moi? Est-ce que j'ai Absolument, appris à absolument. être aussi toute seule avec du monde, etc. Je pense que on oublie toutes les, on va dire, des choses, c'est vrai, matérielles, etc. Même les conflits, même les gens qui nous ont fait du mal, même les grosses déceptions, les échecs qu'on a eus, on a envie de synthétiser spontanément, parce que quand tu me l'as dit, je me suis mise dans la peau de quelqu'un de 5 minutes, j'ai dit, oulala, je vais prendre le temps pour appeler les personnes que j'aime et leur dire que j'aime. Ah là là, j'ai envie de me dire, je suis heureuse d'avoir vécu cette vie, parce que j'ai quand même eu des moments de bonheur, je pense. Pardon, exactement, tu as tout à fait raison, et c'est exactement ça. Et donc, justement, ça va remettre en lumière ce qui est important pour nous. D'accord? Et là, j'ai peut-être une bonne nouvelle pour vous. C'est que probablement, il vous reste un peu plus que 5 minutes à vivre. Mais moi, j'ai 56 ans aujourd'hui et je peux vous dire une chose, faites attention, la vie avance très vite. Très, très vite. Donc, un jour, ce sera juste trop tard. Je pense que, et ça va faire le lien avec le point suivant dans ce
que peut faire quelqu'un justement qui est en faillite. Donc c'est déjà faire le point par rapport à lui, par rapport à son projet, par rapport à ce qui fait sens pour lui. D'ailleurs, il y a un coaching que je développe beaucoup quand je suis amené à faire de façon très rare du coaching de vie. Parce que de temps en temps, des gens qui m'ont connu en formation, etc., m'appellent en disant, Monsieur Beaujean, j'ai une difficulté, est-ce qu'on pourrait pas? Bon, à ce moment-là, je les accueille ici à Rabat. Mais bon, j'ai D'ailleurs, peut-être je un, peux deux, trois. t'arrêter 2 secondes, s'il te plaît. Il y a énormément de personnes qui m'ont demandé, ils ont adoré ton intervention et ils veulent savoir où est-ce qu'ils peuvent entrer en contact avec toi. Est-ce que tu as une page Facebook? Est-ce que tu as un compte YouTube? Où est-ce qu'ils peuvent prendre attache avec toi ou suivre un petit peu tes vidéos ou tes interventions? Alors, j'ai de fait un compte YouTube sur lequel il y a quelques vidéos qui sont un petit peu anciennes, mais on peut toujours les regarder. Ça avait été capté. Un jour, j'avais fait une conférence dans une école. Il y a le projet peut-être de commencer à en mettre un peu plus, mais ce projet Et n'est pas encore abouti. concrètement, où est-ce qu'ils peuvent aller rentrer en contact avec toi? Tu as Ben un écoute, compte YouTube, il s'appelle comment? j'ai quitté Facebook parce qu'on m'a poussé dehors. Je dérangeais. Et ça allait à un point où c'était les menaces, donc j'ai vidé mon compte et j'ai laissé un testament sur Facebook, donc je n'y suis plus. Je suis sur LinkedIn, oui, mais j'y vais peut-être une fois tous les mois voir un peu ce qui se passe là. Le plus simple pour moi, c'est le contact direct. Ça peut être le WhatsApp, ça peut être un email, ça peut être des choses comme ça. Alors, donne-moi ton adresse Euh, email. Donne-moi ton adresse email, s'il te plaît, Philippe. Comme ça, les gens qui veulent rentrer en contact avec toi, au moins, ils vont pouvoir t'envoyer un email, etc. d'accord, donc vous avez de quoi écrire? Ben, je pense ils vont se précipiter pour. Voilà. Oui, ou tu peux le taper pour tout le monde, hein. Donc c'est Beaujean PH. Donc Beaujean, c'est PH. B-E-A-U, donc J-E-A-N, Hein, P-H, tout attaché, d'accord. arobase gmail.com, c'est ce qui est le plus simple. Gmail.com. Donc, la team Laikhlikum, si vous avez entendu son email, notez-le nous pour les gens voilà, qui puissent. La chaîne YouTube est à mon nom, donc si vous tapez mon nom, vous devriez le trouver. Excellent, super. Philippe Beaujean. Euh, Sinon, vous pouvez toujours trouver peut-être des choses aussi sur PHB conseillé, mais voilà, il n'y a pas. Donc en fait, ce sont des choses que va faire. Je suis occupé à écrire plutôt, donc je suis occupé à écrire 3 livres. Il y en a un qui est terminé, un qui est presque terminé, le troisième qui reste à écrire, sur ce que je Wow. considère être les 3 volets de ma carrière professionnelle, qui sont le conseil, donc ce dont on parle aujourd'hui, le livre est écrit. Le deuxième, c'est la formation. Il est en cours de relecture et je suis occupé à le peaufiner. Et le troisième, ce sera le coaching où finalement, quand je forme des coachs, par exemple, ben, je me rends compte que je sais pas, c'est pas du tout ce que je recherche ou ce que j'attends. Donc, j'interviens de temps en temps dans des écoles de coaching qui veulent que je forme. Le produit que je vois ne me satisfait pas. Donc, on est occupé à monter des cours de coaching probablement ici sur Rabat. Ça devait démarrer en principe en avril, donc ça va prendre du retard probablement. Donc, on aura des formations de coaching, on aura également des formations de formateurs. Ah, Donc, pour former des formateurs. Et par rapport à la formation aussi, j'ai développé à travers ma carrière. Donc, je suis consultant formateur et coach depuis ma dernière année d'UNIF, puisque je travaillais déjà alors que j'étais encore à l'université. Euh, Côté coaching, voilà, je nourris d'autres réflexions aujourd'hui et je pense qu'on doit aborder les choses différemment. Donc voilà, il y aura ça probablement aussi. Et ça, c'est une façon pour moi d'être en contact avec les gens et de partager également. Sinon, ben, on peut essayer d'imaginer ce que j'ai fait à un moment donné, mais ça, il faut juste quelques volontaires pour s'occuper de ça. J'ai fait au début, quand j'étais à Rabat, je faisais ce que j'appelais à l'époque ben, des coachings autour du pot. Alors l'idée n'était pas de moi, hein, mais on se rassemblait dans une salle de café quelque part et puis on s'entendait avec le cafetier ou le restaurateur pour un prix symbolique que donnaient les gens. moi, Ben, j'avais ça, fait pas mal oui, de voilà. coaching café. C'est très agréable. On se retrouve Voilà, donc tous ça sont des choses qu'on ensemble pourrait. bien spécifiques et voilà, il y a des échanges, questions-réponses, etc. En tout cas, Absolument. Philippe, Donc merci beaucoup. si des gens veulent le faire, ça peut se faire. Je termine juste sur le fait de rebondir après une faillite. Très Oui, court, allez, je t'en prie. 2 points. Donc, on avait dit se déculpabiliser, tirer les enseignements, faire le point sur sa vie et ses envies. Donc, l'exercice du il reste 5 minutes à vivre. Ensuite, je pense que la chose la plus importante, si vous voulez rebondir et accéder à des solutions, sortez l'argent de l'équation. Mhm.
Alors, on pourrait élaborer là-dessus, mais on va rester là. Et puis, enfin, ben, lancez-vous avec optimisme et réalisme. Donc, il s'agit de passer à l'action. Si vous passez pas à l'action, ça ne sert à rien. Alors, optimisme, c'est avec l'idée de se dire, ça peut réussir. Et réalisme, en disant oui. Et en même temps, ça prend le temps que ça doit prendre. Hein, je ne l'ai pas du jour au lendemain, d'accord? Donc, ça prendra aussi un temps de processus normal. Et c'est ce côté réaliste à avoir. Super, merci beaucoup. Alors moi j'ai envie de dire vraiment les gens qui ont écouté et suivi le live depuis le début, s'il y a vraiment, on a dit énormément de choses intéressantes, on va le rediffuser, prenez le temps de le réécouter parce que ça c'est la grande force de Philippe, il a un débit incroyable et il vous partage comme ça énormément de choses à forte valeur ajoutée que vous n'êtes peut-être pas. Moi, j'aime bien revenir en tout cas sur ces dires, donc je vous invite vraiment à revoir le live. Et puis surtout, je pense qu'il vous a donné un exercice exceptionnel. J'aimerais beaucoup que vous le fassiez. Personnellement, je l'ai vécu au Canada, cet exercice, et j'aimerais partager avec vous tous les bienfaits que ça m'a fait. Je suis allée voir un maître tibétain qui, lui, était dans l'énergie et il avait la capacité de voir les déséquilibres que vous avez dans votre corps. Donc, j'amène pour le voir au Canada. Donc, je prends l'avion, pour aller le voir. J'arrive à mon rendez-vous et il avait vraiment ce don divin où il arrivait à lire un petit peu tous les déséquilibres que vous avez dans votre corps et même à détecter avec des espèces de petits équerres comme ça en cuivre, je crois, à détecter les organes vitaux qui sont fatigués, malades, voire même en début de tumeur ou là, de cancer qui serait. Donc, je vais le voir, il me fait mon rééquilibrage énergétique, en tout cas mon diagnostic avant de me soigner, et ensuite il prend un bout de papier, et il note, il gribouille quelque chose, et il le note, et il me dit, écoutez, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai un don que j'ai hérité de ma grand-mère, et j'arrive à ressentir à peu près la date de la mort de quelqu'un. Ici, j'ai la date de votre mort. Donc, j'aimerais vous poser la question suivante. Est-ce que, un, vous voulez récupérer ce papier? Si oui, pourquoi? Deux, est-ce que vous voulez lire cette date? Sinon, pourquoi? Déjà, c'est une notoriété internationale au Canada. Hein. Il est connu, il intervient aux États-Unis, au Canada, etc. Donc, pour moi, déjà, je me suis dit, c'est pas un charlatan. Je suis venue chez Sommité International. Donc, ce qu'il dit, ça doit être certainement vrai. Donc, il doit avoir un don, il a dû deviner maman. Et j'ai été bousculée intérieurement. C'est comme si j'avais reçu un électrochoc. Je vais mourir, ça je le sais, c'est pas une nouveauté, mais il sait quand est-ce que je vais mourir. Et j'ai eu un conflit dans ma tête. Est-ce que je veux le savoir? Est-ce que je veux pas le savoir? Est-ce que je veux le savoir? Est-ce que je veux pas le savoir? Et je dis, je veux le savoir. Donc, je veux lire le petit bout de papier. Il me fait, ah bon, et pourquoi ça? J'ai dit, parce que je pense que si je le sais, ça va précipiter les choses et peut-être que là où j'allais prendre énormément de temps pour bouger, pour me passer à l'action, pour changer peut-être des choses qui me déplaisent dans ma vie que je n'ai pas fait, pour réaliser des choses que j'ai toujours rêvé de réaliser, que je ne les ai pas jamais faites, peut-être que ça va me faire bouger et il me fait d'accord. Et il me dit, ok, alors très bien, mais avant de vous le donner, dites-moi au moins 5 choses qui aujourd'hui, compte tenu de votre date de mort, vous voudriez changer. La première des choses, j'ai pensé à toutes les personnes envers qui j'avais soit une amertume, soit une rancœur, soit de la haine, parce que soit je leur ai fait quelque chose ou là ils m'ont fait quelque chose, mais en tous les cas la relation s'est détériorée. Je dis, la première des choses, je crois que je vais appeler à toutes les personnes à qui je dois demander pardon. Je ne veux plus avoir ce genre de blocage dans la vie. Si je dois partir, j'aimerais pouvoir avoir la conscience tranquille. Donc je pense que je vais appeler des gens pour leur dire pardon. On me dit très bien, ça c'est la première des choses. Quelle est la seconde? La seconde, j'ai dit, je pense que je vais dire à toutes les personnes que j'aime combien je les aime, parce que des fois, je pense qu'elles le savent. Dans ma tête, je me dis, pourquoi je vais le dire? Il sait que je l'aime, elle sait que je l'aime, moi ça suffit. Eh bien non, je vais leur dire, leur exprimer en étant présent, en les regardant droit dans les yeux, en exprimant toute l'émotion et tout l'amour dont je suis capable. Il fait très bien. Et fait la troisième alors. J'ai dit, la troisième, je pense que je ne sais pas combien de temps il me reste, mais compte tenu de ce qui me reste, je vais au moins déterminer 5 choses que je vais faire. Sauter en parachute parce que j'ai toujours rêvé de le faire. Faire des choses. Et j'ai cité des choses que je pouvais réaliser en 5 minutes, mais j'avais aussi cité des choses comme aller l'Amra, par exemple, qui allait me prendre peut-être une semaine ou 15 jours. Et je les ai citées, mais d'une manière clairvoyante et rapide, c'était incroyable. Et j'avais cité comme ça 5 choses essentielles qui, pour moi, devenaient très importantes. Et c'est vrai que je n'ai pas eu à me pencher ni sur mes regrets, ni sur mes faillites,
ni sur mes échecs, ni sur peut-être le manque financier, ni sur peut-être l'argent que j'aurais voulu avoir que je n'ai pas eu, ou la maison que j'aurais voulu acheter que je n'ai pas acheté. Ça a été vraiment la dernière chose que je lui avais dite, c'est je vais me faire l'engagement de passer toutes les journées dans un bonheur extrême total. Pourquoi je vous partage mon histoire? C'est pour vous dire, moi, cet exercice, je l'ai vécu comme ça et ça a été exceptionnel pour moi. Très douloureux parce que ça m'a fait l'effet d'un électrochoc, très salvateur et bénéfique parce qu'ensuite, ça m'a boosté pour dire, OK, maintenant, c'est une réalité, je peux demain partir, qu'est-ce que je vais faire? Et je me suis accrochée à ça et ça a été pour moi, ce jour-là, un breakthrough. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, please, à la fin de ce live, ça tombe bien, on est Ramadan, on a du temps avant le store et c'est un temps magnifique pour l'introspection. Et aussi bien faire les exercices par rapport à votre faillite que Philippe vous a proposé, qu'est-ce que j'ai fait de bien, quels sont mes apprentissages, qu'est-ce que je devrais faire différemment. Oui, et en même temps, ça peut, en même temps, ça peut aussi servir à ceux qui veulent se réorienter, je veux dire. Hein. Certains sont peut-être dans une voie et puis ils se disent c'est pas ma voie. Se réorienter. Et la deuxième partie aussi, c'est de dire si je n'avais que, allez, on va dire 1 mois à vivre. On est encore pour 1 mois de confinement. Qu'est-ce que je ferais différemment? Quelles sont les actions nouvelles que je vais peut-être adopter? Quelles sont les habitudes ou là, les schémas qui sont pour moi limitants que je vais abandonner et mettre de côté? Faites-le, ne me croyez pas. C'est hyper méga puissant. Faites-le pas dans vos têtes. Faites-le en écrivant, c'est encore 1000 fois mieux. Et please, je serai hyper heureuse, Philippe et moi, de lire vos commentaires et on va y répondre. En tout cas, moi, je m'engage pour y répondre. Je ne sais pas pour toi, Philippe, mais… Je ne sais pas. Après, moi, ce sont des questions techniques. Donc, si j'ai accès avec grand plaisir, c'est ça, c'est juste ça. Mais dans la mesure du possible, oui. Et tu dis une chose importante que je m'étais notée d'ailleurs, mais parce que tu te projettes là 30 secondes dans le post-confinement. Je pense que nous allons devoir réfléchir à la société que nous voulons avoir, dans laquelle nous souhaitons vivre. Et on va devoir se créer une nouvelle, quand je dis société, citoyenneté ou civilisation, appelez ça comme vous voulez, mais que voulons-nous? Or, quand on a un choc comme celui qu'on vient de vivre, et c'est d'ailleurs ce qui se passe généralement, la première chose que nous aurions tendance à faire, c'est faire marche arrière pour tenter de retrouver refuge dans le passé à un moment où tout allait bien avant que ça ne commence à déraper. Et c'est comme ça qu'on voit toute une série de personnes aujourd'hui vouloir retourner de manière plus aiguë encore vers les valeurs, vers la tradition, vers les temps où ça allait bien, où on se sentait bien, souvent des temps d'enfance. Et je pense qu'on a besoin de tous ensemble dialoguer pour dire, OK, c'est quoi la société que nous voulons demain? Parce que nos entreprises, et je vais peut-être conclure là-dessus, cette réflexion, et on pourra en discuter beaucoup un autre jour si tu veux. Nos entreprises, ce sont nos ruches. Je veux dire, la ruche, c'est l'entreprise et la maison des abeilles, mais de toutes les abeilles, de la reine à l'ouvrière, et ça nourrit tout le monde. Nos entreprises, ce sont nos ruches. Il n'y a pas de raison qu'elles ne nourrissent que le patron. Bien sûr, il doit gagner sa vie. Bien sûr, il y a un retour sur investissement. On peut considérer tout ça. Mais c'est censé nourrir les humains. Or, les humains ne sont plus nourris aujourd'hui. Un certain nombre d'humains ne sont plus nourris. Comme tu disais, ils sont au chômage. Il n'y a plus de travail. Le travail est de plus en plus repris aujourd'hui en main par les machines. Donc, il y aura de moins en moins de travail pour l'humain. C'est quoi le monde de demain? Or, il y a des philosophes, comme Bernard Stiegler, par exemple, qui réfléchissent beaucoup sur cette question. Et je pense qu'on a de nouvelles sociétés à devoir imaginer, et très rapidement maintenant, parce que on n'a plus vraiment le temps de prendre le temps de la réflexion. On a des décisions à prendre parce qu'on est dans le mur maintenant. C'est pas qu'on va y aller, on est dedans. Ça marche. Ben, écoute, Philippe, merci beaucoup. Merci pour Avec ta plaisir. participation. Ça a été un bonheur. Et donc, tu pourras laisser tu pourras laisser taper donc mon email pour que les gens puissent l'avoir. C'est déjà fait? Non, c'est parfait alors. Impeccable. Très bien. Et donc, les emails que je recevrai, simplement faites référence au fait que vous venez suite à la vidéo, enfin à notre rencontre, comme ça je peux vous situer. Et pour le reste, moi je m'engage à une seule chose concernant ça, parce que j'ai mes activités aussi, j'explique souvent, quand je suis en live, quand je suis en formation, je suis pas disponible pour les choses. Donc vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'écrire, moi je m'engage à vous répondre dans les 24 heures. Ça c'est mon engagement pour l'instant. Je pourrais peut-être pas vous répondre dans l'instant. D'accord ? Ça marche. Merci beaucoup. Allez, alors portez-vous bien, très très bientôt. Avec grand plaisir.